L'anime commence au milieu d'une fusillade dans un bâtiment où un grand groupe d'hommes fait face à une seule personne. Le groupe de malfaiteurs attaque de toutes ses forces, mais en quelques secondes, cet assassin les élimine froidement et sans effort. Il était autrefois connu sous le nom de Taru Sakamoto, un assassin légendaire, redouté par tous les criminels et admiré par les autres tueurs. Cela a été ainsi jusqu'à ce qu'un jour il tombe amoureux au premier regard. À cause de cela, Taru se retire, se marie, a une fille et finit par prendre du poids. Après de nombreuses années, il travaille maintenant dans un magasin de proximité avec sa femme. On voit qu'un assassin, qu'il admire profondément, a trouvé cet endroit après l'avoir cherché partout. Taru se trouve derrière le comptoir, observant un enfant qui s'apprête à jouer au tir à l'arc avec un arc en plastique. Il lui dit que s'il touche la cible, il recevra un jus gratuit. Sa femme, Aoi, et sa fille, Anna, s'approchent pour voir l'enfant également, mais celui-ci rate largement la cible et sa flèche en plastique ne s'en approche même pas. À ce moment-là, un client entre dans le magasin et lorsque l'enfant se baisse pour ramasser sa flèche, des objets tombent de son sac, y compris un pot d'encre de calligraphie qui se répand partout. L'encre tache le pantalon blanc du client, ce qui le met très en colère. Il attrape l'enfant par le cou pour lui crier dessus. L'enfant se débat et, accidentellement, le couvre de plus d'encre avec son pied. Cela met l'homme dans une colère telle qu'il veut frapper l'enfant, mais avant qu'il ne puisse aller trop loin, Taru l'arrête d'une seule main et imagine traverser la tête de l'homme avec un stylo. Cependant, on découvre que cela ne se passe que dans son imagination. En réalité, il arrête simplement le poing de l'homme avant qu'il ne frappe l'enfant. L'homme, choqué par la force de l'emprise de Taru, quitte le magasin, et l'enfant remercie Taru en larmes. De son côté, l'assassin qu'on a vu auparavant commente qu'il est impressionné que Taru ait voulu utiliser un stylo sous le menton de l'homme pour toucher la carotide. Cela laisse entendre qu'il l'a vu, même si cela n'a pas vraiment eu lieu. Il se présente comme Shin, le télépathe, mais juste après, il est terrifié en voyant que Taru a imaginé frapper son visage. Shin lui demande de cesser de tuer des gens dans son esprit et lui rappelle qu'ils ont travaillé ensemble autrefois. C'est pourquoi Taru accepte de s'asseoir pour l'écouter. Shin est surpris d'apprendre que les rumeurs selon lesquelles Taru a redressé sa vie et ouvert un magasin familial sont vraies. Cependant, Shin lui demande de revenir, car il était trop bon et il ne peut pas croire qu'il ait maintenant ce corps. Taru le rejette, affirmant que ses jours d'assassin sont terminés et qu'il ne reviendra pas. Shin, frustré, se souvient que tous les criminels le redoutaient et l'appelaient l'assassin légendaire. Il ne comprend pas pourquoi Taru a gaspillé tout cela. Taru, quant à lui, se contente de profiter d'un bol de ramen, ce qui déçoit Shin, car avant, il ne mangeait que des rations de combat. Shin reconnaît à peine Taru maintenant. Après cela, Shin sort une cigarette pour fumer, mais avant qu'il ne puisse l'allumer, il est surpris de voir la cigarette coupée en deux en moins d'une seconde. Taru range sa lame et lui montre le panneau du magasin qui interdit de fumer. Shin, quant à lui, est simplement impressionné par la vitesse de Taru. Après tout ce mouvement, il devient clair que, gros ou non, Taru peut le tuer quand il veut. Juste après cela, un homme passe par la boutique de Sakamoto pour saluer et lui demande un service. Shin pense immédiatement qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour un civil pour demander un meurtre, mais il se rend vite compte que ce n'est pas le cas. L'homme l'emmène dans son jardin et lui explique que son arbre a trop grandi et qu'il ne peut pas couper certaines branches qui sont hors de sa portée. En quelques secondes, Taru règle le problème, coupant l'arbre de manière parfaite en un temps record. Une fois cela fait, il aide également d'autres personnes dans le quartier, faisant en sorte qu'une fille mange ses légumes et que les enfants arrêtent de pleurer dans le parc. Cela amène Shin à penser que Taru est l'aide de tout le village, mais il est convaincu qu'il sait juste bien cacher sa véritable identité. Cependant, il lui fait savoir qu'il a l'air ridicule de cette manière et qu'il pense repartir. Juste à ce moment-là, l'enfant de tout à l'heure lui tire une flèche en plastique dans la tête accidentellement. L'enfant s'enfuit alors que Shin se plaint. Un peu plus tard, Shin monte dans sa voiture, pensant qu'il n'a pas vu Taru depuis 5 ans. Malgré tout ce qui a changé, il lui semble toujours aussi incroyable, et même avec son surpoids, il garde cette aura d'avant. Il aimerait vraiment qu'ils puissent à nouveau travailler ensemble. Son excitation est interrompue par un appel de son patron, qui, en apprenant qu'il n'a pas convaincu Taru de revenir, lui demande si, dans ce cas, il l'a tué. Shin hésite un instant et demande à son patron si c'est vraiment nécessaire de le tuer, car Taru est trop gros et il ne pense pas qu'il puisse causer de problème dans cet état. Son patron l'interrompt et lui rappelle que si quelqu'un disparaît de la bande, il disparaît aussi de la terre. C'est la règle absolue, et Sakamoto l'a violée, ils ne peuvent pas le laisser partir. Après avoir clarifié cela, son patron lui avertit que si lui-même ne peut pas le faire, il enverra quelqu'un d'autre. Il doit donc cesser de se plaindre, sinon il finira par rejoindre Taru du côté de ses ennemis. Shin termine l'appel avant de pouvoir entendre plus, sachant qu'il n'a pas d'autre option. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui et se souvient des jours où il a eu la chance de travailler avec Taru. Bien que ce soit de bons souvenirs, il sait que si lui ne fait pas le travail, quelqu'un d'autre le fera. S'il doit mourir de toute façon, alors il préfère le faire lui-même. Le lendemain, Shin retourne chez Sakamoto, mais cette fois avec une arme,
annonçant que la guerre commence. Taro est derrière le comptoir en train de lire un journal, et Shin s'approche pour lui dire qu'il va probablement quitter la ville, donc il est venu lui dire au revoir. Juste à ce moment-là, Shin sort son arme et tire, mais en moins d'une seconde, Taro crache un cachet pour la toux qu'il avait dans sa bouche avec une vitesse et une précision impressionnantes, touchant la balle et la déviant. Ensuite, il lance une sucette sur le côté pour déstabiliser Shin et disparaît de sa vue. Cela met Shin en difficulté, car il ne peut plus lire dans son esprit comme avant. Taro lance un objet de l'autre côté du magasin pour distraire encore Shin, pendant qu'il prépare sa munition, une poche de cachet pour la toux attachée avec un élastique. Il tire plusieurs de ses pastilles à grande vitesse, et Shin a à peine le temps de les esquiver avant de tomber au sol et de viser Taro avec son arme. Mais avant qu'il puisse tirer, Taro lui lance un paquet de choux à la crème qui lui frappe la tête et trouble sa vision. Shin, frustré, essuie son visage et tente de se concentrer à nouveau, sachant qu'il doit corriger sa posture. Cependant, juste au moment où il essaie de se repositionner, il reçoit un puissant coup de pied en plein dans le visage. Il se retrouve projeté de l'autre côté du magasin. La seule chose qu'il voit en tombant, c'est le vieux Taro Sakamoto, et avant de perdre conscience, il se demande pourquoi il a eu l'idée de l'affronter en premier lieu. Lorsqu'il se réveille, il est surpris de se retrouver dans un lit, apparemment soigné par Taro et Hana, qui sont heureux de le voir réveillé. Il lui explique qu'il se trouve juste au-dessus du magasin. Ne comprenant rien, Shin est emmené à un dîner familial où il est traité comme un membre de la famille. Par moments, il pense que la nourriture est empoisonnée, mais il décide quand même de manger, sachant qu'il a été formé pour supporter le poison. Cependant, en goûtant la nourriture, ce qui le paralyse, ce n'est pas le poison, mais à quel point c'est délicieux. Il se réjouit de voir qu'il aime la nourriture, en commentant qu'il réagit comme Taro la première fois. Shin continue de manger, encore très surpris, car il ne s'est jamais senti ainsi dans aucun de ses anciens emplois. C'est à ce moment qu'il comprend que Taro veut vraiment protéger ses moments de la vie quotidienne, c'est pourquoi il a démissionné. Après le dîner, Shin remercie pour le repas, décidant de laisser Taro en paix. Taro lui fait savoir qu'il peut revenir quand il veut, et Shin quitte les lieux en sachant qu'il n'est toujours pas un rival pour lui. En retournant chez son patron, celui-ci lui montre son mépris, étant honteux qu'il n'ait pas pu tuer Taro Sakamoto. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin se prosterne devant lui et lui demande de laisser vivre Taro. Cela provoque des rires autour de lui, mais Shin lui informe que Taro a désormais une famille. En réponse, son patron lui rappelle que Taro Sakamoto a violé les règles de leur monde, abandonné ses responsabilités, et qu'il doit être tué. Shin lui demande alors de le tenir responsable à sa place, affirmant qu'il mourra à la place de Taro, mais qu'il doit le laisser en paix. Son patron lui demande pourquoi il fait cela pour Taro, et Shin explique qu'il a pointé son arme vers quelqu'un qu'il admire. Il assume donc la responsabilité de ses actes. En entendant cela, son patron accepte étonnamment, disant qu'il laissera vivre Taro s'il lui meurt. Cependant, au fond, l'homme sait qu'il ne tiendra pas sa promesse et trouve Shin idiot de faire cela. Juste à ce moment, Shin lui pointe son arme, lui disant qu'il l'a entendu et qu'il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Le patron est surpris que Shin ait pu lire dans son esprit, et ordonne à ses hommes de le tuer. Shin se déplace rapidement pour survivre à la fusillade, tandis que Taro, à la maison, écoute cette scène via une transmission radio. Lorsqu'il entend qu'une fusillade éclate, Taro entre un code dans la caisse enregistreuse de son magasin, transformant rapidement le lieu familier en une véritable armurerie, avec tout ce dont il a besoin. Taro prend simplement une arme à électrochoc. Pendant ce temps, Shin continue de courir pour sa vie, se cachant à vue tout en éliminant les malfaiteurs qu'il rencontre avec une grande agilité et rapidité. Cependant, à mesure qu'il avance dans le combat, il devient de plus en plus épuisé, et baisse sa garde un instant. Avant d'être frappé par une arme à haute puissance, il esquive l'attaque et découvre la position du tireur d'élite en moins d'une seconde. Le patron demande à ses hommes ce qu'ils font, car ils tombent un par un alors qu'ils affrontent une seule personne. L'un d'eux, gravement blessé, explique que c'est comme si Shin pouvait lire exactement ce qu'ils allaient faire. Le patron les informe alors que Shin est un télépathe, et que s'il s'approche trop, il pourra lire dans leur esprit. Il leur ordonne donc de garder leur distance et de trouver un moyen de l'entourer. Les hommes se déplacent, mais en peu de temps, ils sont tendus en embuscade par Shin, qui leur tire dessus sans leur laisser le temps de planifier quoi que ce soit. Après avoir esquivé plusieurs tirs ennemis, Shin se met à couvert pour recharger son arme, mais à ce moment, il réalise qu'il ne lui reste plus qu'un dernier chargeur. Ne disposant plus de munitions, il doit trouver un moyen de quitter les lieux avant de se retrouver sans balles. Il se défend alors avec ce qu'il lui reste, tout en se déplaçant rapidement, mais au même moment, il reçoit une balle dans la jambe, ce qui le fait tomber immédiatement. En quelques secondes, il se retrouve encerclé par l'ennemi et sait très bien qu'il n'a aucune issue. Juste au moment où il s'apprête à se rendre, Shin est surpris de voir les trois hommes qui le pointaient tomber inconscient au sol après avoir reçu une puissante décharge électrique. Taro est responsable de cela, ayant utilisé son arme à électrochoc. En voyant cela, le chef ordonne immédiatement à ses hommes de l'éliminer, et tous se précipitent pour l'attraper. Taro se bat contre eux,
abattant les ennemis d'un simple mouvement sans effort, avec 2 baguettes jetables qu'il utilise pour arrêter 2 balles en même temps. Un autre criminel attaque Taro avec une katana, mais il l'esquive avec une grande rapidité et l'envoie valser d'un coup de pied. Lorsque 2 autres hommes lui tirent dessus avec des armes automatiques, Shin bloque les balles avec 2 stylos qu'il utilise ensuite comme projectiles, les envoyant traverser les criminels comme des balles. Grâce à des outils qu'il trouve sur place, il envoie d'autres criminels à la poubelle et finit le reste avec ses impressionnantes compétences en arts martiaux. Le chef et les hommes restants décident de tirer ensemble, mais avant qu'ils n'aient pu ouvrir le feu, Shin coupe leurs armes en 2 avec des lames qu'il gardait dans son tablier, et avec ces mêmes lames, il met fin à leur vie. Shin reste paralysé, sous le choc, réalisant qu'il vient d'assister à l'œuvre de l'assassin légendaire, Shin Sakamoto. Il lui demande comment il savait qu'il se trouvait là, et Shin lui explique qu'il avait inséré un micro dans son arme le jour précédent, après qu'il se soit évanoui. Shin lui confirme que ce qu'il a dit est vrai, car peu importe l'issue, il prévoyait de quitter la ville ce jour-là. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin lui lance un tablier, lui annonçant qu'il gagnera 800 yens de l'heure et que s'il reste plus longtemps, il le paiera en supplément. Sans avoir le temps de comprendre ce qu'il venait de dire, Shin commence à travailler dans le magasin de Sakamoto, où Anna et Aoi l'acceptent comme un membre de la famille. Shin s'adapte rapidement à son nouveau travail, réalisant que cela vaut bien mieux que son ancien emploi. Pendant le travail, Shin reste très excité après les récents événements et parle de la manière impressionnante dont Taro a neutralisé les criminels. En entendant cela, Aoi demande immédiatement à son mari s'il envisage de reprendre son travail d'assassin. Taro, contrarié, lui assure que non, précisant qu'il s'était assuré que personne ne meurt. Cependant, Aoi lui rappelle fermement qu'elle demandera le divorce s'il enfreint la règle de la famille, des mots qui rendent Taro encore plus nerveux. Après son départ, Shin interroge Taro sur cette règle, mais celui-ci, énervé, lui demande de se taire. Peu après, ils se rendent dans le quartier chinois de Nikita, où Taro achète des brioches au porc pour sa femme et sa fille. Shin est touché par l'amour que Taro porte à sa famille et lui demande à nouveau à propos de cette règle. Mais Taro évite de répondre et continue simplement à marcher. C'est alors qu'une jeune femme surgit soudainement d'un bâtiment et atterrit sur Taro, détruisant les brioches au porc. Cette mystérieuse jeune femme, appelée Lu Shaotan, est poursuivie par un groupe de mafieux. Shin suggère à Taro qu'il devrait partir avant que la situation ne s'aggrave, mais Taro est simplement attristé par la perte des brioches. En quelques secondes, Shaotan commence à se défendre contre les mafieux, utilisant du tai chi pour les neutraliser. Cependant, elle est capturée par un des hommes qui menace de lui couper les jambes pour qu'elle ne puisse plus fuir. Avant qu'il ne puisse agir, Taro neutralise facilement l'assaillant, et Shin libère Shaotan. Alors qu'ils se remettent à combattre d'autres ennemis, un groupe encore plus important de mafieux arrive, présumant que Taro et Shin sont des alliés de la jeune femme. Taro décide de fuir avec Shin et Shaotan, évitant de justesse plusieurs balles. Pendant ce temps, dans le bâtiment de l'organisation mafieuse, le chef de gang rapporte à son supérieur que la jeune femme a échappé grâce à 2 hommes mystérieux. Le directeur, furieux d'avoir perdu tant de membres de son clan pour capturer Shaotan, décide de passer l'éponge. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, la tête du chef de gang tombe au sol, les frères Son et Basho viennent d'arriver, et Basho l'a décapité sans hésitation. Ces 2 assassins redoutés reçoivent des instructions claires, retrouver la clé détenue par la jeune femme, essentielle pour contrôler le marché noir. De leur côté, Taro, Shin et Shaotan continuent de fuir. Shaotan révèle qu'elle appartient à une famille mafieuse, le clan Lu, et que la clé qu'il cherche ouvre la salle des coffres secrètes de sa famille. Ses parents lui ont confié cette clé au prix de leur vie. Shaotan insiste sur le fait qu'elle ne peut pas abandonner cette clé, par respect pour le sacrifice de ses parents. Alors qu'elle tente de partir seule, Shin veut la suivre, mais Taro l'arrête, lui demandant si elle s'est préparé des brioches au porc. Shaotan, surprise, répond qu'elle connaît les bases grâce à son père. Taro décide alors qu'ils vont l'aider, à condition qu'elle prépare des brioches une fois tout terminé. Mais avant qu'elle puisse répondre, Taro est frappé au visage par Basho, qui l'envoie valser jusqu'au prochain bâtiment. La situation devient critique. Shaotan reconnaît les frères Son et Basho comme des tueurs en série fous, célèbres pour leur massacre et leur habitude macabre de dessiner les têtes de leurs victimes. Shin tente de frapper Son, mais celui-ci bloque son coup d'une main et, avec un sourire, se moque de lui en mentionnant qu'il a tué son ami. Shin, furieux, réplique qu'il se trompe s'il pense que quelque chose d'aussi insignifiant pourrait tuer Taro. Après tout, seul un amateur ne saurait pas qui est Taro Sakamoto. Sans prêter attention à ce que dit Shin, Basho se lance pour attaquer Shaotan, mais à cet instant précis, il est projeté au sol d'un seul coup porté par Taro. Le choc est si puissant que le sol s'effondre, les faisant tous tomber d'un étage dans le bâtiment. Malgré cela, Basho se persuade que le plafond devait être fragile et que ce coup n'a aucune importance. Son demande alors à Shaotan de lui donner la clé, assurant qu'il lui offrira une mort élégante en échange. Elle répond que cette clé est tout ce qui lui reste de ses parents, et qu'il devra passer sur son corps pour l'obtenir. Une réponse qui convient parfaitement à Son
qui commente que ses parents avaient dit quelque chose de similaire avant d'être réduits en morceaux. Il ajoute que s'attacher à un simple objet au point de sacrifier sa propre vie est ridicule, des mots qui mettent Xiaotan en colère. Avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent, Taro l'arrête. Shin avertit Xiaotan de ne pas se laisser affecter par les paroles de ses assassins, car cela pourrait la mettre en danger. Xiaotan répond que la voûte qu'elle protège contient les espoirs et les rêves de ses ancêtres, et que son père est mort pour la protéger, tué par les 2 hommes qui se trouvent devant elle. À peine a-t-elle terminé de parler qu'une lame lancée par son fonce droit vers sa tête. Heureusement, Taro intervient et la sauve à temps. Xiaotan, confuse, demande à Taro pourquoi il risque sa vie pour l'aider. À ce moment-là, le récit remonte dans le passé, où l'on découvre un souvenir de Taro. Lors d'un Noël, il avait offert un cadeau à Aoi, sa compagne. Malgré le geste tendre, elle ne peut s'empêcher de remarquer le sang sur son visage. Elle lui demande comment il peut faire quelque chose d'aussi horrible que tuer. Taro lui explique qu'il travaille ainsi pour pouvoir lui offrir des cadeaux, car c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais Aoi refuse son présent, arguant qu'il est taché de sang, littéralement. À la suite de cela, elle décide de mettre fin à leur relation, affirmant qu'il ne vaut pas la peine de rester ensemble s'il ne peut changer de vie. Ces paroles frappent Taro comme un éclair. Après les avoir prononcées, Aoi saute soudainement d'un précipice. Taro, sans hésiter, laisse son cadeau et se jette à sa poursuite. Les deux tombent sur une épaisse couche de neige qui amortit leur chute. En voyant Taro risquer sa vie pour elle, Aoi réalise qu'elle lui manquerait énormément si elle mourait. Ce même sentiment de vouloir sauver quelqu'un existe en chaque être humain, car chacun est aimé par quelqu'un. Poussée par cet amour, elle lui fait promettre de ne plus jamais tuer. À partir de ce moment, pour racheter ses crimes, Taro s'engage à sauver les autres. De retour au présent, Shin pleure en découvrant ses souvenirs grâce à ses pouvoirs psychiques. Il comprend enfin que la règle à suivre est de ne pas tuer. Alors que les frères assassins attaquent à nouveau, Taro utilise de simples ustensiles de cuisine pour se défendre, tandis que Shin esquive leurs coups avec agilité, parvenant à lire leurs mouvements. Après un long combat sans succès, les frères décident de tenter leur dernière technique, les lames infernales de fer fondu. Mais Taro esquive tous leurs coups avec aisance, se plaignant simplement de s'être froissé un muscle. Shin lui tend un patch antidouleur. Son choqué, se demande comment Taro, un homme aussi imposant, peut rester indemne face à leur attaque imparable. Face à cet échec, ils annoncent leur ultime mouvement, mais avant qu'ils ne puissent l'exécuter, Taro assomme Basho avec une lourde marmite en fonte. Son furieux, attaque Taro, mais celui-ci brise son arme spéciale avec une simple poêle. Shin, toujours à ses côtés, lui tend un autre patch antidouleur pour sa main blessée. Réalisant que le combat est perdu, Son tente de fuir en visant Xiaotan. Grâce à ses pouvoirs, Shin anticipe l'attaque et le neutralise avec une corde, le projetant au sol. Taro achève le combat en écrasant Son avec un réfrigérateur entier. Xiaotan, stupéfaite par leur capacité, se demande qui ils sont vraiment. Tandis qu'ils attachent les 2 frères assassins, Taro répond, tout en mangeant un crabe trouvé sur place, qu'ils ne sont que de simples vendeurs dans une boutique. Xiaotan se contente de rire, en commentant qu'ils ne comprennent vraiment rien. Pendant ce temps, à l'entreprise, le directeur est furieux, cette fois vraiment en colère. Il demande où se trouvent Basho et Son. Ces derniers se trouvent devant les portes de la voûte, convaincus qu'un trésor se cache derrière, ce qui les pousse à avoir besoin de cette clé. À ce moment-là, l'équipe de livraison arrive. Il s'agit de Taro et Shin, apportant les corps inconscients de Basho et Son. Avant que quelqu'un puisse parler, Xiaotan s'approche par derrière et place un couteau sur la gorge du directeur, lui demandant de ne pas dire un mot. En voyant cela, le directeur de Dan devient très nerveux et commence à s'excuser, promettant de tout faire pour obtenir son pardon. Assez énervé, Xiaotan l'interrompt en disant que ses excuses ne ramèneront pas ses parents et qu'il ne pourra que se repentir en enfer. Malgré ces paroles, Xiaotan lui inflige une bonne raclée, laissant son visage couvert d'échymoses avant de l'assommer. Shin lui demande si elle est sûre que c'est suffisant, suggérant que quelques coups de plus pourraient l'achever. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Shin est effrayé en lisant les pensées de Taro, où ce dernier imagine lui tordre le cou. Après cela, Xiaotan déclare que cela suffit. Avec un sourire, elle précise qu'on ne peut pas aller tuer les gens à chaque fois qu'ils nous dérangent. Elle conclut que pour aujourd'hui, cela suffit, préférant choisir de vivre une vie heureuse, comme son père lui disait toujours. Acceptant cette réponse, Shin et Taro l'accompagnent alors qu'elle utilise la clé pour ouvrir la voûte. Après plusieurs tentatives, les immenses portes s'ouvrent enfin. Shan entre la première. Shin est surpris de voir autant de trésors, mais trouve étrange de découvrir également des livres, des CD, et des peluches, ce qui lui semble être une collection plutôt inhabituelle. Parmi tous les objets, il trouve un inventaire indiquant que chaque chef du clan lui laisse ses trésors les plus précieux dans cette voûte. À la lecture de cela, il suppose que chaque chef considère des choses différentes comme précieuses. Xiaotan se demande ce que son père a bien pu y laisser. C'est alors qu'elle trouve une bouteille avec une note indiquant qu'elle est destinée à être bue avec Xiaotan lorsqu'elle atteindra la majorité. Touché, Xiaotan est ému en découvrant ce que son père lui a laissé. Avec enthousiasme,
elle dit aux autres qu'il s'agit de la meilleure boisson alcoolisée au monde et les invite à boire en guise de gratitude. Taro a conservé les pains de porc, bien qu'ils aient été écrasés plus tôt. Les trois profitent donc de ce repas accompagné de la boisson laissée par le père de Shaotan. Plus tard, lors d'une journée normale de travail, Shin est surpris de voir Shaotan entrer dans le magasin avec un tablier, prêt à commencer à travailler. Mettant cela de côté, il commente à Taro que l'histoire de pourquoi elle a arrêté de tuer l'a vraiment touché. En réponse, Taro déclare qu'il fait maintenant partie du groupe, donc la règle de ne pas tuer s'applique également à lui. Pendant ce temps, une organisation a les personnages dans sa ligne de mire, et une récompense de 1 million de yens est placée sur la tête de Taro Sakamoto. En peu de temps, Shin se lasse d'avoir Shaotan comme collègue de travail, car elle arrive toujours en retard et ne sait pas organiser les produits du magasin, allant jusqu'à mettre du détergent dans le réfrigérateur. Il insiste pour que Taro la licencie, car elle semble n'avoir jamais travaillé auparavant. Shaotan répond que ce n'est pas vrai, car elle aidait son père à creuser un énorme puits dans lequel il jetait des sacs au contenu inconnu. En réponse, Taro dit à Shin qu'il ne peut pas dire de choses méchantes et demande à Shaotan de s'excuser pour ses retards. Tous deux sont surpris de l'entendre parler autant, car ce n'est pas son comportement habituel. Shin reste paralysé de peur, car en toutes ces années à travailler avec lui, il ne l'a jamais entendu parler autant, et ses propos ne semblent même pas venir de lui. Juste à ce moment, un autre Taro entre dans le magasin, ce qui les laisse encore plus confus. Cependant, celui-ci s'assied simplement pour lire le journal. Soudain, le premier Taro l'attaque, créant un affrontement entre les deux. Lorsque l'imposteur réalise qu'il n'a aucune chance, il retire une arme et change d'apparence, se présentant comme Iwashi Nagumo. Il commente qu'il est toujours aussi habile qu'avant. Pendant ce temps, Shin et Shaotan tentent de digérer ce qu'ils viennent de voir. Iwashi se moque d'eux pour s'être laissé avoir si facilement, ce qui les énerve et les pousse à lui donner un coup, exigeant une explication. Iwashi répond qu'il travaille au supermarché d'en face et qu'il est un ami de Taro, affirmant avoir 18 ans. Shin et Shaotan sont surpris mais comprennent vite que ce sont des mensonges, car il n'y a pas de supermarché en face. Taro précise alors qu'il est un assassin et qu'il a 27 ans. Cela vaut à Iwashi une autre correction pour avoir menti. Malgré tout, il mentionne ensuite qu'il y a une récompense pour la tête de Taro, avec une prime d'1 milliard de yens. Les deux collègues pensent que c'est encore un mensonge, mais Iwashi affirme que c'est vrai. Il explique que la JA a pris cette décision récemment. À ce moment-là, un livreur de pizza arrive, et Shin est surpris de lire ses pensées, découvrant qu'il a de mauvaises intentions. Avant de pouvoir réagir, le livreur attaque Iwashi avec des coups pizza affûtés, le prenant en otage. Shin est impressionné par sa rapidité, mais Taro et Shaotan continuent de manger leur pizza comme si de rien n'était. En une fraction de seconde, Iwashi saisit le livreur par le cou et l'étrangle. Cependant, Taro l'arrête avant qu'il n'aille trop loin. Iwashi le relâche immédiatement mais demande à Taro s'il compte survivre sans tuer personne. Il précise qu'ils n'interviendront pas, car ils se spécialisent dans l'élimination des assassins. Avant de partir, Taro demande à Iwashi qui profiterait de sa mort après tout ce temps. Iwashi répond qu'il l'ignore, car ils ne font qu'exécuter leur mission. Pour quelqu'un qui s'est retiré, Taro attire encore beaucoup d'attention. Il explique que l'élimination de l'entreprise d'Anan a été un geste de trop. À l'avenir, ce ne seront plus des amateurs comme ce livreur qui viendront, mais des assassins bien plus expérimentés. Sans ajouter un mot, Iwashi emmène le livreur et disparaît, affirmant qu'il voulait juste voir une dernière fois le visage de Taro. Pendant ce temps, dans le refuge des assassins, ils espionnent Taro grâce à la caméra du carton de pizza, mais Taro le remarque et le détruit. Après cela, Taro et sa famille se rendent dans un parc. Shin mentionne que quand quelqu'un veut tuer, il est souvent nerveux, et on peut le remarquer. Mais il faut se concentrer pour cela, comme régler une radio. À ce moment précis, Shin se rend compte de quelque chose et avertit Taro qu'un ennemi est déguisé en membre du personnel de maintenance. Shaotan distrait Anna et Aoi pendant que Taro élimine l'ennemi avec seulement un stylo en moins d'une seconde. Shin et Shaotan emmènent le corps discrètement, sans se rendre compte qu'ils sont déjà dans la ligne de mire de quelqu'un d'autre. De retour avec la famille, ils décident de monter dans des montagnes russes. Bien que Taro soit un peu serré par la barre de sécurité, Shin et Shaotan s'installent à l'arrière pour surveiller les éventuels ennemis. Rapidement, elle remarque quelqu'un de suspect. Shin répond qu'il ne peut pas savoir, car il ne pense à rien, mais elle insiste sur le fait que cette personne n'a rien de normal. Au moment où elle dit cela, le suspect les regarde directement, réalisant qu'il a été découvert. Shin s'agite immédiatement, essaie de lever sa barre de sécurité et informe Taro qu'il y a un ennemi dans l'attraction. Lorsque les montagnes russes amorcent une descente, le suspect sort une arme et vise directement la tête de Taro. Cependant, Taro bloque le tir avec ses lunettes pare-balles. Shin utilise rapidement son arme pour libérer sa barre de sécurité, mais à ce moment précis, les montagnes russes effectuent une boucle, laissant Shin suspendu dans les airs. Par chance, il tombe directement sur le suspect, le désarme et le fait tomber des rails, le sortant de l'attraction. Une confrontation s'engage entre eux. Shin se met en position défensive, mais il remarque qu'il ne peut pas lire dans l'esprit de son adversaire,
compliquant les choses. Lorsque le train des montagnes russes revient, Shin saute pour l'éviter, mais l'assassin lance 2 couteaux, blessant sa jambe avec un poison puissant. Shin s'effondre et l'assassin lui explique que le poison est un mélange spécial qu'il a créé, et qu'il est fatal. Malgré cela, Shin rétorque qu'il n'a pas encore abandonné. L'assassin se moque de lui, affirmant qu'il voit dans ses yeux une peur de la mort, signe de faiblesse. Shin réplique que Taru Sakamoto, bien qu'ayant peur de mourir, se bat pour protéger sa famille, ce qui est une mission bien plus difficile. Cela le motive à continuer. Quand le train des montagnes russes repasse, l'assassin saute pour l'éviter, mais Shin l'utilise comme levier pour se propulser et continuer à se battre. Ils tombent ensemble sur une scène où se trouve la mascotte du parc, Sugar Bunny. Shin enfile le costume de lapin et frappe soudainement l'assassin au visage, sous les acclamations du public qui pense assister à un spectacle. Grâce aux instructions mentales précises de Taru, Shin peut anticiper les mouvements de l'assassin malgré le poison. Il esquive les attaques et riposte efficacement. Même Anna et Aoi, spectatrices, trouvent le spectacle incroyablement réaliste, sans se douter qu'il s'agit d'un véritable combat. Au final, Shin utilise une attaque puissante, une double frappe dans le ventre de l'assassin, le mettant KO. La présentatrice nomme l'attaque de Shin le coup dynamite de Sugar Bunny, et le public acclame la mascotte. Sous les applaudissements, Taru félicite Shin pour son travail. Malgré les effets du poison sur ses yeux, Shin est satisfait de sa victoire. Après le spectacle, les problèmes ne s'arrêtent pas, car 2 nouveaux suspects apparaissent, une femme nommée Obiguro et un homme au tempérament fort appelé Boyd, un duo d'assassins qui ont encore du travail à accomplir dans le parc d'attractions. De leur côté, Shin et son groupe capturent l'assassin qui a tenté de les attaquer, nommé Tatsu. Utilisant un antidote trouvé sur lui, ils soignent les yeux de Shin pour qu'il récupère la vue. Ensuite, Shaotan s'approche de Tatsu et lui inflige une petite coupure avec un couteau empoisonné, le forçant à parler sous la menace. Tatsu finit par avouer qu'il a été engagé par une entreprise nommée Syndicat Dondanke, un lieu de travail toxique où chaque employé agit seul, même pour des missions complexes. Il explique aussi qu'il ne veut pas mourir, car il n'est qu'un employé à mi-temps, sans réelle loyauté envers cette organisation. Shin lui demande alors s'il est enregistré à l'UHU. Confus, Tatsu demande ce que cela signifie. Shin lui montre alors sa carte de membre de l'Union des assassins du Japon, expliquant qu'elle regroupe des assassins professionnels. Lui-même et Taru étaient membres de cette élite, qui ne compte qu'environ 400 professionnels dans tout le pays. Tatsu, surpris, interroge Taru pour confirmer son appartenance à cette organisation légendaire. En l'absence de réponse, il comprend que c'est bien le cas et que les rumeurs n'étaient pas infondées. C'est alors que Anna et Aoi arrivent pour annoncer que le déjeuner est prêt. Anna reconnaît Tatsu comme l'assassin du spectacle précédent, mais Shin improvise une excuse, expliquant qu'il s'agit d'un acteur pratiquant une scène d'évasion. Le groupe s'éloigne rapidement pour manger, mais Shin revient discrètement pour laisser un antidote à Tatsu, lui demandant de les laisser en paix. Surpris par leur clémence, Tatsu remarque que ces gens ne sont vraiment pas ordinaires. Avant de partir, Anna revient pour couvrir la blessure de Tatsu avec un pansement, en lui disant que son spectacle était génial. Après cela, Tatsu parvient facilement à se libérer des cordes grâce à un couteau caché. Pensant que ce groupe est vraiment étrange, il décide de se promener dans le parc avant de partir, épuisé. Pendant ce temps, la famille Sakamoto attend le déjeuner, mais Shin avoue qu'il sent son esprit affaibli, probablement à cause des effets secondaires de l'antidote, ce qui l'empêche de lire dans les pensées pour le moment. Troublé, Shaotan suggère à Taru de partir, craignant qu'ils ne tentent trop leur chance. À ce moment, Aoi arrive, remarquant leur comportement étrange et leur demandant ce qu'ils cachent, ce qui les rend encore plus nerveux. Dans un autre endroit du parc, Tatsu est attaqué dans les toilettes par Obiguro et Boyd, les 2 assassins introduits plus tôt. Obiguro le plaque au sol et lui demande où il compte aller. Boyd, dans un éclat soudain, fait peur à Obiguro, qui rougit lorsqu'il lui dit de fermer les jambes, car elle est jolie. Embarrassée, elle s'exécute, tandis qu'ils expliquent à Tatsu qu'ils sont là pour superviser son travail. Obiguro le prévient qu'il sera puni s'il ne termine pas sa mission, ce que Tatsu accepte à contre-cœur. Obiguro se réjouit de l'idée de combattre Taru Sakamoto, qu'elle considère comme une légende. Boyd la corrige, disant qu'elle ne connaît pas Taru, mais que la cicatrice sur son visage lui rappelle bien leur confrontation passée. Obiguro, choqué, demande si cette cicatrice a été causée par Taru, mais Boyd réplique qu'il est simplement tombé l'autre jour. De loin, Tatsu les observe et pense qu'ils forment un duo étrange, mais il se rappelle que, dans les batailles des Balkans il y a 2 ans, ils ont éliminé plus de 100 personnes, en faisant le duo le plus brutal qu'il ait jamais rencontré. Pendant ce temps, dans le parc, Aoi demande à Anna s'il aime vraiment les parcs d'attractions, ce qui provoque une crise émotionnelle chez Anna, qui craint que son père n'apprécie pas cet endroit. Shin, Taru et Shaotan paniquent, affirmant que les parcs d'attractions sont formidables, et Aoi se détend, concluant qu'elle a dû se faire des idées. Elle propose alors de choisir la prochaine attraction à visiter. Pendant les heures suivantes, la famille profite des différentes attractions et jeux du parc, tout en restant sur ses gardes.
Shin et Xiaotan surveillent attentivement les alentours, conscients des menaces potentielles. À la tombée de la nuit, Shin informe Taro qu'il n'y a pas d'assassin à proximité. Le parc, ouvert et bien éclairé, n'est pas un terrain favorable pour une attaque. C'est alors qu'Aoi annonce la prochaine attraction, la maison hantée. Cet endroit sombre et effrayant, complètement opposé au décor coloré du parc, terrifie immédiatement le groupe. Ils savent que cet environnement est idéal pour les assassins, mais ils n'ont d'autre choix que d'y entrer. À l'intérieur, Boyd et Obiguro les observent depuis la salle de contrôle, suivant leurs mouvements via des caméras de sécurité et planifiant leur prochaine attaque. Après quelques instants, Shin se détend, croyant que tout se passe sans encombre. Mais Xiaotan, terrifié, ne parvient pas à se calmer. Taro reste prudent, avertissant le groupe de rester en alerte. Soudain, un assassin surgit et attaque avec un couteau. Shin réagit rapidement, esquivant l'attaque et poussant Xiaotan hors de danger. L'assassin se retourne alors vers Taro, qui le neutralise avec une facilité déconcertante. Il feint d'être effrayé pour que sa femme ne soupçonne rien, faisant passer l'attaque pour une partie de l'attraction. Aoi et Anna ne remarquent rien, croyant que tout cela fait partie du spectacle. Après l'incident, Taro donne à Shin la licence de l'assassin vaincu, révélant qu'il s'agissait d'un débutant récemment enregistré. Shin, en voyant cela, déclare que s'il n'envoie que des novices, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pendant ce temps, Boyd et Obiguro continuent de les observer. Obiguro commente que, malgré son apparence, Taro sait bien se battre. Boyd, visiblement tendu, lui ordonne de ne pas l'approcher, affirmant qu'il veut affronter Taro lui-même, car il est son ennemi juré. Une tension éclate entre Boyd et Obiguro. Boyd brise une bouteille de ses mains et prend une gorgée, affirmant qu'ils ne sont pas amis. À ce moment, un flashback nous emmène à l'époque où Boyd, alors âgé de 15 ans, s'entraînait au centre des assassins. Un jour, il rencontra Taro, plus jeune d'1 an, mais déjà connu pour son talent. Bien qu'il ait entendu parler des exploits de Taro, Boyd fut surpris de voir à quel point ils s'entendaient bien. Cependant, le jour de la Saint-Valentin marqua un tournant. Alors que Boyd croyait qu'aucun d'eux ne recevrait de chocolat, Taro en reçut toute la journée. Quand un camarade demanda à Taro s'il connaissait Boyd, il répondit qu'il ne savait pas qui il était. Cette révélation brisa Boyd, qui réalisa que Taro était différent de lui, loin d'être aussi dur qu'il le pensait. De retour au présent, Boyd évoque cet épisode, affirmant qu'il ne se soucie plus de tout cela, bien qu'Obiguro sache qu'il se donne un air détaché. Pendant ce temps, la famille Sakamoto continue d'explorer la maison hantée, éliminant discrètement plusieurs assassins qui les attaquent dans l'ombre, sans que Anna ni Aoi ne s'en rendent compte. Cependant, Xiaotan, terrifiée, continue de boire ce qu'elle croit être un remède pour ses nerfs. Mais en examinant la bouteille, Shin découvre qu'il s'agit en réalité d'alcool. Malgré tout, Xiaotan reste étonnamment calme et joyeuse. Le groupe tombe alors sur une porte étrange et sinistre avec un avertissement indiquant qu'une opération est en cours. Xiaotan, trop ivre pour hésiter, ouvre la porte sans réfléchir. Une horde de zombies surgit soudainement, les submergeant en quelques secondes. Taro tente de rejoindre sa femme et sa fille pour les protéger, mais Boyd intervient avec un coup puissant. Taro parvient à bloquer l'attaque, mais la force du choc les envoie tous les deux dans une autre zone du bâtiment. Là, une confrontation intense commence, Taro affichant une aura intimidante. Il ordonne à Boyd de se retirer et de sortir de son chemin. Cependant, Boyd demande à Taro s'il se souvient de lui, assez énervé. Taro répond que non et lui demande où se trouve sa famille, tout en le menaçant de l'envoyer en enfer. Pendant ce temps, Shin trouve Anna et Aoi inconscientes, mais Obiguro les encercle avec un groupe d'assassins avant que Shin ne puisse demander qui il est. Bien qu'en état d'ébriété, Xiaotan se jette sur Obiguro pour lui asséner un violent coup de pied, affirmant qu'elle va lui montrer ce qu'il a transmis à sa famille pendant 4000 ans. Pendant ce temps, Taro continue d'insister pour savoir où se trouve sa famille, mais Boyd évite toujours la question, ce qui énerve Taro encore plus. Finalement, Boyd demande à Taro de retrouver sa famille par lui-même, ce qui pousse Taro à attaquer. Boyd se défend facilement en utilisant des projectiles explosifs, remplissant l'endroit de fumée et lui assénant un violent coup au visage. Obiguro, entendant que le combat a commencé, décide de riposter en frappant la tête de Xiaotan pour l'étourdir et la mettre hors de combat. Après l'avoir écarté, 2 autres assassins attachent Shin à une civière. Obiguro dit à Xiaotan qu'il veut voir ce qu'elle est vraiment capable de faire, car selon lui, on révèle sa véritable force lorsqu'on ressent une peur intense. L'un des assassins sort une tronçonneuse, et Obiguro explique que les règles sont simples, Xiaotan doit frapper une fois toutes les 10 secondes, sinon son ami sera réduit en morceaux. Le temps commence à s'écouler, mais contrairement à ce qu'Obiguro attendait, Xiaotan commence à pleurer, disant qu'elle ne peut pas le faire, et s'excuse auprès de Shin. De retour au combat principal, Taro est à terre, inconscient. Boyd lui rappelle qu'il s'est retiré il y a 5 ans, soulignant la différence entre eux aujourd'hui. Boyd trouve triste de le voir ainsi, lui qui était autrefois un homme fort, incapable désormais de faire quoi que ce soit. Soudain, Taro se relève pour attaquer à nouveau, mais Boyd l'arrête en déclenchant un autre projectile explosif,
le faisant tomber une fois de plus. Boyd explique que ces explosifs sont appelés SBB, des sphères explosives qu'il tire grâce à des gants spéciaux. Il peut toucher une cible à n'importe quelle distance ou angle, et il trouve dommage que Taro ait oublié tout cela. C'est à ce moment-là que Taro se souvient de l'époque où Boyd s'était assis avec lui dans une cafétéria pour lui montrer ses inventions, il y a plusieurs années. À l'époque, Taro trouvait ses idées embarrassantes, mais il avait fini par étudier la composition des artefacts à travers les notes de Boyd. Après ce souvenir, Taro se lève et bloque tous les coups de Boyd, ce qui énerve de plus en plus ce dernier. Boyd crie que Taro ne pourra jamais protéger sa famille, car il n'est qu'un gros bon à rien. Taro bloque un violent coup de pied, et au moment où il est sur le point de recevoir une attaque puissante, il se rappelle de sa famille. Après cela, il encaisse l'attaque et est projeté à l'autre bout du couloir. Cependant, avant que Boyd ne parte, il est surpris de voir Taro revenir en récitant la composition de ses bombes. Taro lui affirme qu'il se souvient désormais, mais le plus impressionnant est qu'il revient dans son ancienne forme physique, comme à son apogée. Il déclare qu'il est temps de lui montrer de quoi il est réellement capable. Dans une autre scène, nous voyons Shao Tan affronter la femme aux cheveux courts. Elle semble avoir l'avantage, tandis qu'en arrière-plan, Shin est toujours attaché à une table. La femme aux cheveux courts annonce que si Shao Tan ne la frappe pas ou ne la touche pas au moins une fois toutes les 10 secondes, elle tuera Shin. Ses sbires sont également prêts à en finir avec lui, ce qui inquiète Shao Tan et la pousse à prendre le combat plus au sérieux. La femme aux cheveux courts parvient à frapper Shao Tan, la laissant au sol. Cependant, à sa grande surprise, Shao Tan éclate de rire, simplement parce que Shin s'inquiète un peu pour elle. Tout le monde est stupéfait, car il semble que Shao Tan soit ivre. En effet, elle continue de boire en plein combat, ce qui lui permet d'esquiver les coups avec une facilité déconcertante avant de riposter avec un puissant coup de pied, impressionnant grandement son adversaire. Cette dernière, plutôt que d'être en colère, lui demande de frapper encore plus fort, voire de la tuer, révélant ainsi son penchant masochiste. Shao Tan refuse, expliquant qu'elle ne tuerait jamais personne, car c'est une règle de la famille Sakamoto. La femme aux cheveux courts rit et la traite d'idiote, ce qui met Shao Tan hors d'elle. Elle se lance à l'attaque, mais au dernier moment, son ivresse disparaît, emportant avec elle toute la force que l'alcool lui conférait. Déconcertée, elle ne comprend plus ce qui se passe ni pourquoi elle se trouve là, au grand étonnement de son adversaire. Contre toute attente, la femme aux cheveux courts ne l'attaque pas. Au contraire, elle est ravie d'avoir trouvé une rivale aussi puissante et finit par l'enlacer, donnant l'impression qu'elles sont devenues amies. Pendant ce temps, Shin et les sbires restent complètement perdus face à cette situation improbable. Dans une autre scène, Taro Sakamoto émerge des cendres et de la fumée d'une explosion, marchant en direction de Boyd. Il enlève ses lunettes et abandonne son apparence d'extueur en surpoids pour redevenir un assassin élite au physique impressionnant. Après un court échange, il se lasse rapidement des paroles de Boyd et passe directement à l'attaque. Il le projette à travers un mur et lui assène une série de coups d'une puissance incroyable, le projetant au loin. Voyant la tournure des choses, il lance ses bombes sur Taro, mais ce dernier ne traîne pas et les arrête tous. Il les lui lance, ce qui le fait exploser. Taro est si fort qu'il n'a besoin d'aucun gadget pour améliorer sa puissance, il est la puissance incarnée. Comme dans un jeu de combat, il enchaîne des combos si redoutables que même un boss de Street Fighter aurait du mal à rivaliser. Le combat se poursuit sur une grande roue où Boyd reconnaît finalement la supériorité de Taro et décide de le laisser tranquille. Plus tard, nous retrouvons Aoi, Anna, Shao Tan et Shin endormis sur un banc de la fête foraine. Lorsqu'ils se réveillent, ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé, ayant l'impression d'avoir été ailleurs quelques instants auparavant. Shin se précipite à la recherche de Taro. Ce dernier et Boyd sortent tranquillement de la grande roue, comme si de rien n'était. Taro achète des brioches, son combat lui ayant ouvert l'appétit. Boyd, sans gêne, lui en réclame une, et Taro lui tend la sienne déjà mordue. Juste avant que Boyd et Taro ne se séparent, Shin arrive et reste sans voix en voyant que Taro est redevenu mince et musclé. Il est tellement choqué qu'il commence à prendre des photos comme un fan en délire. Au loin, Aoi les observe avec colère, cherchant à comprendre toute cette histoire. Taro n'a pas d'autre choix que de tout lui avouer, sa tête est mise à prix et de nombreuses personnes dangereuses le traquent. Cette révélation met Aoi encore plus en colère, car il ne lui en avait jamais parlé. Boyd tente de calmer la situation en expliquant que Taro fait tout cela par amour pour sa famille, afin de les protéger. Aoi, suspicieuse, lui demande qui il est. Boyd se présente comme un assassin professionnel, et Aoi l'avertit qu'il a tout intérêt à ne jamais toucher à son mari. Boyd acquiesce sans discuter. Aoi continue de gronder Taro, lui rappelant qu'il a enfreint la règle numéro 6 de la famille, ne jamais se cacher quoi que ce soit. Mais après cet éclat, elle change soudainement de ton et propose à tout le monde d'aller voir le défilé du festival, comme si rien ne s'était passé. Dans un changement de scène, Boyd est effrayé par la sévérité de l'épouse de Taro. Shin et Taro réfléchissent à une solution pour régler définitivement ce problème, mais Boyd et la femme aux cheveux courts leur disent que c'est impossible avant de partir. Le lendemain, Sakamoto redevient un ballon de baudruche, ce qui intrigue Shin, qui ne comprend pas comment c'est possible. Shao Tan, quant à elle, n'est pas surprise,
car au vu de la quantité de bouffe qu'il ingère, c'est normal. Taru les emmène alors à un endroit qui pourrait les aider à résoudre cette histoire de prime sur sa tête, un vidéoclub. Mais ce n'est pas un simple magasin de location de films. Ici, chaque film contient des informations sur le monde criminel. Une fois dans une salle de projection, ils comprennent tout après avoir visionné une de ses œuvres. Avant de partir, le vendeur les met en garde, s'il compte retourner dans le monde criminel, Taru ferait mieux d'être prudent, car il pourrait se frotter à quelqu'un de vraiment dangereux, plus dangereux que lui. Dans une autre scène, on retrouve un groupe d'assassins, qui attend des informations en mangeant. C'est alors qu'Iria, un membre de la JA, arrive et leur explique que quelqu'un s'en prend aux assassins de l'organisation. C'est pour cette raison qu'ils ont fait appel à eux. Pendant ce temps, Shaotan, Shin et Taru infiltrent le QG des Donkey, comme s'il s'agissait d'une mission d'espionnage. À l'intérieur, ils surprennent deux hommes en pleine conversation au sujet de la prime et de la défaite de Boyd. Malheureusement pour eux, ils se font neutraliser en un instant. Leur objectif est d'atteindre le dernier étage, où se trouve le chef. Ils passent par les fenêtres et, une fois devant la porte, ils découvrent une scène qu'ils n'avaient pas du tout anticipée. La pièce est remplie de cadavres couverts de capsules, et au centre se tient Nagumo, un membre de l'ordre. Taru et Nagumo se connaissent. Nagumo explique qu'il a éliminé tout le monde, y compris le chef, et que, malheureusement pour eux, en tant que témoins, ils doivent disparaître aussi. Il commence par attaquer Shin et lui plante un couteau directement dans le cou. Mais Taru ne réagit même pas et on comprend pourquoi, tout n'était qu'une illusion. Nagumo avoue qu'il n'a tué personne ici. Tout était déjà dans cet état à son arrivée. Il menait simplement son enquête, car ces assassinats touchent tous des personnes liées à la JA. Comme un avertissement, l'auteur de ces meurtres laisse toujours une marque en forme de X. Nagumo explique ensuite la mission de l'ordre, maintenir l'équilibre dans le monde des assassins en éliminant les plus dangereux ou ceux qui deviennent incontrôlables. Il révèle également que Taru Sakamoto faisait autrefois partie de l'ordre. Avant de partir, il met Taru en garde contre les X et ajoute que tout ce chaos a commencé juste après l'annonce de la prime sur sa tête. Dans une dernière scène, on aperçoit un homme vêtu entièrement de blanc, traçant la fameuse marque en X tout en se parlant à lui-même. De retour à la boutique Sakamoto, des assassins arrivent les uns après les autres pour tenter d'éliminer Taru. Mais à chaque fois, ils sont repoussés par la famille Sakamoto, qui prend ces attaques comme un simple entraînement. Un nouveau jour commence sur le toit d'un bâtiment quelque part au Japon. Nous rencontrons un jeune homme étrange, marqué, qui, après avoir donné un peu de nourriture à Pisuke, sa douce compagne, décide également de prendre un petit déjeuner peu appétissant. Avec peu d'argent, ce jeune homme admet ne pas pouvoir se permettre de manger à sa faim comme il le souhaiterait. Cependant, il croit que ses problèmes financiers seront résolus en un clin d'œil une fois qu'il aura éliminé l'un de ses objectifs, Taru Sakamoto. En effet, ce jeune homme se révèle être un assassin, prêt à éliminer le protagoniste pour empocher la récompense offerte pour sa tête. Dans le magasin de Sakamoto, le groupe passe son temps à faire quelques réparations après que plusieurs assassins aient tenté de les éliminer. Sakamoto pense qu'ils doivent faire réparer les dégâts, mais Shin répond qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour cela. Cependant, il a une idée qui pourrait les aider, un tournoi de paintball offrant une grande récompense pour le vainqueur. La conversation est interrompue par l'arrivée inattendue du jeune homme qui cherche à éliminer Sakamoto. Son nom est Esuke Mashimo. Il demande à tout le monde dans le magasin où se trouve le protagoniste, sans se rendre compte qu'il est juste devant lui. Le groupe réalise à quel point Esuke est distrait et parvient à le confondre au point où il perd tout espoir d'obtenir la récompense. Shin trouve les pensées de cet assassin stupide et trivial, pensant que lire son esprit est une perte de temps. Finalement, Shin et Sakamoto disent à Esuke qu'il y a plusieurs magasins et personnes avec des noms similaires à celui qu'il cherche, ce qui le rend fou en réalisant combien d'argent il va devoir dépenser pour suivre son objectif. De plus, Esuke commence à se sentir mal à cause de son petit déjeuner insuffisant et quitte le magasin avec un visage triste. Shin et Shaotan le regardent, mal à l'aise, mais finissent par avoir pitié de lui et de son oiseau, leur donnant quelques petits pains au porc. Shin ne peut pas croire qu'il existe des assassins aussi stupides que lui, bien que Sakamoto admette que des personnes comme lui survivent souvent plus longtemps que la moyenne. Plus tard, nous voyons Esuke lutter contre les vents forts de la nuit, réparant constamment la tente que sa grand-mère lui avait offerte. Il dit à Pisuke que bientôt, quand ils auront assez d'argent, ils vivront dans le luxe et prouveront à ceux qui ne croyaient pas en lui qu'ils avaient tort. Cependant, ils doivent d'abord résoudre leurs problèmes financiers. C'est alors que Esuke trouve le même dépliant du tournoi de paintball que Shin avait quelques heures auparavant. Il réalise que le prix pour gagner cette compétition est d'1 million de yens et décide de participer pour améliorer sa vie. Le lendemain, Sakamoto et Shin se rendent sur le lieu de la compétition. Shaotan ne prévoyait pas de participer, alors elle reste à distance pour encourager ses compagnons. Malheureusement, le groupe réalise qu'ils ne sont pas les seuls professionnels à participer au jeu, car ils aperçoivent Esuke, qui supplie la fille de l'administration de l'accepter comme participant. La fille refuse, mentionnant qu'il ne peut pas participer à moins de trouver une équipe. Shaotan attire alors l'attention de Esuke et de Pisuke, ayant établi une bonne relation avec l'oiseau.
Après avoir remarqué qu'ils sont également là, Esuke demande à Shin de le laisser rejoindre leur équipe. N'ayant pas d'autre choix, ils acceptent, sachant que cela pourrait mal tourner. Tout est prêt. La présentatrice explique les règles du jeu, mentionnant que les participants peuvent tirer autant de billes qu'ils le souhaitent, mais qu'ils devront nettoyer le terrain ensuite, révélant que cette compétition est en partie un service communautaire pour la ville. Shin avertit Esuke de ne pas leur tirer dessus par erreur, mais ce dernier affirme qu'il ne le fera pas. La compétition commence, et une équipe est rapidement éliminée par Esuke, qui surprend Shin par son habileté avec les armes à longue distance. Sakamoto élimine également quelques participants, tandis que Esuke s'amuse beaucoup, heureux d'avoir des amis pour le couvrir, ce qui dérange un peu Shin. Cependant, le soulagement de Shin est de courte durée, car Shaotan, complètement ivre, encourage ses compagnons en se référant à Sakamoto comme le légendaire Taru Sakamoto, ce qui suscite des doutes chez Esuke. Il regarde à nouveau la photo qu'il a du protagoniste, mentionnant que cela ne peut pas être vrai, car il ne se ressemble pas du tout. Shaotan s'approche de lui, expliquant que ce n'est que son apparence lorsqu'il est mince, insistant sur ses cheveux et ses lunettes. Shin éloigne Shaotan avant qu'elle ne dise trop, essayant de convaincre Esuke que le légendaire assassin et leur patron ne se ressemblent en rien. Cependant, cela s'avère inutile, car Esuke pointe son arme vers eux, leur faisant comprendre qu'il n'aime pas les mensonges et qu'il est maintenant prêt à les chasser pendant la compétition. Sakamoto et Shin pointent leurs armes vers Esuke, qui ne peut toujours pas croire qu'ils l'ont trompé après qu'il les ait considérés comme ses amis. La conversation est interrompue lorsqu'une autre équipe commence à leur tirer dessus. Le groupe se sépare, et Esuke appelle son oiseau pour qu'il lui apporte quelque chose, un vrai fusil. Le franc-tireur profite de l'occasion et tire un coup précis sur Sakamoto, le traversant. Cependant, il réalise que la balle allait directement vers la tête de son idole et tente d'arrêter Esuke avant qu'il ne s'enfuit. Sakamoto arrête le jeune assassin, lui montrant qu'ils doivent d'abord éliminer les autres participants. Esuke s'enfuit pour se cacher, éclatant en larmes en réalisant qu'il doit maintenant éliminer ceux qu'il considérait comme ses amis. Avec une grande facilité, Sakamoto et Shin parviennent à suivre Esuke. Le jeune assassin tente de le localiser en utilisant ses compétences, mais Sakamoto l'avertit de faire attention, car Esuke est un franc-tireur. Ils doivent tout faire pour ne pas révéler leur position. Sakamoto est surpris par un tir à longue distance, ce qui leur indique qu'ils sont dans la ligne de mire de Esuke. Ce dernier communique avec son oiseau tout en écoutant la conversation de Sakamoto et Shin via le communicateur qu'ils ont reçu au début de la compétition. Shin sous-estime Esuke pour son coup de chance, mais Sakamoto mentionne que ce n'est pas le cas, car les balles de Esuke sont spéciales, conçues pour rebondir. Esuke confirme cela, ajoutant qu'ils ne pourront pas suivre leur trajectoire. Shin est surpris que Esuke veuille les tuer après les avoir considérés comme ses amis. Esuke répond qu'il ne faut pas être naïf, car ils sont avant tout des assassins, et il ne s'arrêtera pas tant que l'un de ses tirs n'atteindra pas leur tête. La bataille devient plus compliquée, Sakamoto et Shin faisant tout leur possible pour esquiver les balles spéciales de Esuke. Ce dernier réalise que ce ne sera pas facile de les éliminer, se rappelant son passé où il pensait ne pas avoir de talent particulier, jusqu'à ce qu'il découvre son habileté en tant que franc-tireur. Il rejoint une association d'assassins pour exploiter ses compétences, mais est finalement licencié après avoir été sous-estimé dans des missions où il ne pouvait pas utiliser des armes à longue portée. Sans argent pour acheter de la nourriture, il erre dans les rues, jusqu'à ce qu'il voit une lueur d'espoir en découvrant la récompense offerte pour Sakamoto. Après avoir raconté son passé, Shin communique avec Esuke, lui disant qu'ils ont entendu chaque mot qu'il a dit. Esuke surpris, lui demande s'ils ont tout entendu. Shin répond que cela n'a pas d'importance ce que les autres pensent, car il ne doit prouver qu'à lui-même ce dont il est capable. Ces mots suffisent à faire réfléchir Esuke, et à semer le doute en lui. Après cela, Shin crie dans son communicateur, étourdissant Esuke. Shin explique qu'il peut lire les pensées de quelqu'un à une plus grande distance lorsqu'il est surpris, ce qui lui permet de localiser Esuke. Il donne le signal à Sakamoto pour qu'il puisse l'éliminer. Sakamoto attrape une petite pierre et la lance avec une telle force qu'elle détruit l'arme de Esuke et le projette au sol. Esuke réalise qu'il est impossible de vaincre quelqu'un comme Sakamoto et se rend après avoir été complètement vaincu. Finalement, l'équipe de Sakamoto est couronnée championne du tournoi de paintball et remporte le prix. Ils se réunissent ensuite avec Esuke après leur combat. Le franc-tireur se montre pathétique devant eux, pensant que des personnes comme eux ne pourraient jamais comprendre quelqu'un d'aussi faible que lui. Sakamoto le réconforte en disant qu'il n'a jamais affronté un franc-tireur aussi habile de sa vie. Avant de partir, Shin donne à Esuke sa part du prix, soit 50 yens. Esuke ne peut pas croire qu'il lui donne si peu, mais Shin explique que le reste ira aux réparations des dégâts causés par ses tirs. Le lendemain, Aoi dit à Sakamoto qu'il est dommage qu'ils aient utilisé le prix du tournoi pour réparer les dégâts dans la rue, mais elle est heureuse que rien de grave ne lui soit arrivé pendant le combat. Shin demande à Aoi comment elle et Sakamoto se sont rencontrés. Aoi se souvient du moment où Sakamoto a été captivé par elle, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa gentillesse lorsqu'elle a remarqué qu'il avait un peu de sang sur lui, pensant qu'il était blessé.
Elle l'a soigné avec beaucoup de gentillesse, le laissant totalement amoureux. Shin voit ce souvenir dans l'esprit de Aoi et est ému par leur belle histoire. Cependant, Sakamoto interrompt Shin, lui ordonnant d'arrêter de lire les pensées de Aoi. Quelques jours après, il se trouve que Sakamoto est allé à un événement scolaire avec sa femme et sa fille, laissant la boutique entre les mains de Shin et Shaotan. Mais bon, ce n'était peut-être pas une très bonne idée, car ils passent leur temps à se disputer pour savoir qui doit faire quelle tâche. Après plusieurs chamailleries, Shaotan finit par dire à Shin qu'il est agaçant d'être à côté de quelqu'un qui peut lire dans les pensées. Cette remarque blesse un peu Shin, qui décide alors de partir. Peu après, Shaotan regrette un peu ses paroles, mais à ce moment-là, des types aux costumes étranges apparaissent, apparemment à la recherche de Shin. Ils finissent par emmener Shaotan à la place, car elle portait un tablier avec son nom. Dans leur camionnette, le chef des ravisseurs regarde une photo de Shin lorsqu'il était plus jeune et affirme que c'est bien lui, qu'il a juste changé la couleur de ses cheveux. Cependant, l'un de ses subordonnés, Seba, lui dit « Monsieur, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas Shin. En plus, ce n'est même pas un homme, mais une femme. » Mais le chef, sûr de lui rétorque de se taire et insiste sur le fait qu'il a raison, parce que c'est lui le chef. Seba explique alors que Shin était recherché par le laboratoire, car autrefois, des scientifiques menaient des expériences pour créer des médiums, et Shin a été le seul à survivre à ces tests. Ensuite, Seba se moque un peu de lui en disant que personne ne voudrait être proche d'un télépathe, car ce serait insupportable. Shaotan s'énerve et lui assène un violent coup de pied, brisant son casque. Elle lui hurle dessus « Ne parle pas de Shin comme ça ». C'est alors que le chef se rend compte qu'ils se sont trompés de personne. Un peu plus tard, Shin revient à la boutique pour parler à Shaotan et régler les choses, mais il sent que quelque chose cloche. C'est à ce moment-là que Sakamoto revient avec sa femme, et Shin lui explique ce qui s'est passé. Heureusement, Sakamoto sait exactement où se trouve Shaotan, car son tablier contient un GPS. Sakamoto, quel génie! Pendant ce temps, le chef des ravisseurs s'inquiète, car il risque d'avoir des ennuis s'il ramène la mauvaise personne. Mais soudain, Shin et Sakamoto surgissent en moto, façon film indien, et commencent une course-poursuite contre les ravisseurs, qui eux aussi ont des motos. Le combat en pleine course s'engage, mais Sakamoto et Shin éliminent facilement leurs adversaires. Shin finit par sauter sur la camionnette où se trouve Shaotan, mais il se retrouve face à Seba. Ce dernier enlève son casque, ajuste son uniforme et devient invisible, ou peut-être qu'il utilise un camouflage. Difficile à dire. Il réussit à faire tomber Shin de la camionnette, puis monte sur la moto de Sakamoto et fait exploser le réservoir d'essence, provoquant une énorme explosion. Les ravisseurs parviennent ainsi à s'échapper, mais grâce au GPS, Sakamoto sait exactement où ils sont allés. Un peu plus tard, Sakamoto et Shin arrivent dans un musée des sciences, qui sert en réalité de couverture pour le laboratoire où Shin a grandi. En entrant, ils rencontrent deux employés du musée qui leur proposent des bonnets en forme de dinosaures et les invitent à prendre des photos. Finalement, ils acceptent, car ces bonnets leur vont bien et surtout, ils permettent de cacher leur identité. Pendant ce temps, Seba et son chef amènent Shaotan devant le chef suprême, un homme avec une tête de cerf nommé Kashima. Ce dernier examine Shaotan et dit immédiatement que son apparence ne correspond pas du tout à la photo. Seba, fidèle à lui-même, ne fait qu'empirer la situation en confirmant l'évidence. Ainsi, ils finissent par enfermer Shaotan et Tanaka, mais Seba dit à Kashima, la tête de cerf, qu'il a une idée d'où pourrait se trouver Shin. Pendant ce temps, Sakamoto et Shin cherchent l'entrée secrète du laboratoire et doivent déplacer quelques objets pour ouvrir la porte. Une fois cela fait, ils doivent entrer un mot de passe, mais celui que Shin connaissait a déjà été changé. Cela déclenche alors le système de sécurité, qui commence par des ours mécaniques leur tirant dessus. Mais bon, ils finissent par les détruire, alors le deuxième niveau de protection du lieu s'active, un squelette de dinosaure animatronique. Il commence à les attaquer avec sa queue, mais ils esquivent à droite et à gauche. Sakamoto est fasciné par le dinosaure, car il imagine que sa fille l'adorerait, alors il veut le désactiver sans lui faire de mal. Shin remarque que le dinosaure a une sorte de commande dans la bouche et pense qu'en l'électrocutant, il pourrait s'éteindre. Sakamoto s'exécute, mais cela ne fonctionne pas, et le dinosaure recommence à les attaquer avec sa queue. Cela énerve Sakamoto, qui décide finalement de le détruire. Pendant ce temps, dans le laboratoire, les scientifiques sont forcés de travailler par les hommes en costume. L'un d'eux est sur le point d'être tué, mais Shin et Sakamoto arrivent et le sauvent. Les scientifiques sont ravis de revoir Shin, qu'ils apprécient beaucoup, et ce dernier ne leur en veut pas, car ils avaient été bons avec lui. L'un des scientifiques explique alors à Shin que ces criminels sont apparus il y a un an et les oblige à travailler sur un nouveau moyen de tuer sans utiliser d'armes ni de couteau. Leur chef est Kashima, l'homme à tête de cerf. Le scientifique qui a failli être tué cache Shin et les autres dans des casiers, car d'autres ennemis rôdent dans le laboratoire. C'est alors que le chef de l'étage arrive, un type étrange avec des seringues sur les épaules. Il commence à demander qui a assommé son homme, mais personne ne répond, alors il se met à torturer l'un des scientifiques avec un stylo. Shin, ne supportant pas cette scène, sort pour l'affronter.
Cependant, cet homme étrange est très rapide et lui injecte quelque chose dans le cou, ce qui semble lui envoyer des décharges électriques au cerveau et le fait parler de manière incohérente. Shin tente de le frapper plusieurs fois, mais son adversaire esquive facilement. Toutefois, il ne peut éviter un coup monumental de Sakamoto, qui l'envoie voler. À ce moment-là, on dirait presque que Sakamoto est un personnage de Roblox ou d'autres jeux vidéo. Pendant ce temps, Shaotan est enfermée dans une cellule avec un autre homme, mais elle ne veut pas rester là et tente de s'échapper. Elle découvre alors que le chef des scientifiques est aussi attaché dans cette cellule. Il lui dit que s'enfuir ainsi est inutile, mais qu'il a peut-être une autre solution. Sakamoto dit alors à Shin qu'il ne connaît pas son passé, mais que s'il veut sauver les gens du laboratoire, il peut compter sur lui. Dehors, devant le musée, Shishiba arrive avec sa partenaire ou son élève. Apparemment, Nagumo a trouvé une piste sur l'homme qu'il recherche, celui avec le X. Ils sont donc venus enquêter. Dans la scène suivante, Esuke arrive tout joyeux au magasin après avoir trouvé 500 yens sous un distributeur automatique. Mais en entrant, il découvre que le magasin est vide, à l'exception de la fille de Sakamoto, qui pleure à chaudes larmes. Elle voulait raconter quelque chose de bien qui s'était passé à l'école, mais ni son père, ni Shaotan, ni Shin n'étaient là pour l'écouter. Pour la réconforter, Esuke lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il va partir à leur recherche. Il envoie alors Pisuke, son oiseau, pour les repérer depuis les airs. Pendant ce temps, Shaotan discute avec le chef du laboratoire, Asakura. Celui-ci lui demande si elle veut s'échapper, mais Shaotan comprend mal la situation et pense que Asakura est responsable de sa capture. Elle l'accuse, mais il lui répond « Ne sois pas idiote, ma fille, je suis aussi prisonnier ici ». De son côté, le scientifique fou, qui avait été mis KO par Sakamoto, se relève. Mais surprise, non seulement il a encaissé le coup, mais il en a aussi profité pour injecter quelque chose dans le cou de Sakamoto. Résultat, son cerveau commence à confondre ses amis avec ses ennemis. Il tente alors de frapper le savant fou, mais finit par cogner Shin à la place. Pendant ce temps, Asakura explique à Shaotan que ce n'est pas elle qui est responsable de la situation, mais bien l'autre scientifique. En entendant Shaotan mentionner le nom de Shin, il lui demande si elle parle bien de Shin le télépathe. Lorsqu'elle confirme, il lui révèle qu'il est en réalité le chef du laboratoire et qu'il a été emprisonné après avoir refusé de travailler pour eux. Il en profite aussi pour raconter l'histoire de Shin et ses pouvoirs psychiques. Il y a des années, Shin rêvait d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Un jour, un de ses proches l'a amené au laboratoire et a disparu, laissant Shin derrière lui. Contrairement aux apparences, Shin n'a pas été capturé de force. Asakura a alors pris soin de lui pendant ses recherches. Les autres scientifiques considéraient ses travaux comme inutiles, jusqu'à ce qu'un jour, il obtienne des résultats prometteurs. Il pensait être sur la bonne voie pour créer des pouvoirs psychiques, mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Shin allait accidentellement boire son expérience en pleine nuit. Au début, rien ne semblait anormal, mais soudain, Shin a commencé à lire dans les pensées de Asakura, puis de tous les scientifiques. Ça a vite causé des tensions, car personne n'aimait que leurs pensées secrètes soient révélées. Ils ont fini par le traiter comme un monstre. Voyant cela, Asakura a promis à Shin qu'il trouverait un moyen de réparer cette situation. Mais pour Shin, ce n'était pas un problème, avoir des pouvoirs psychiques était son rêve. Malgré tout, il se sentait triste du rejet des autres. Quelques jours plus tard, il a fini par s'échapper du laboratoire. Aujourd'hui, Asakura est soulagé et heureux de voir que Shin mène une bonne vie. Shaotan en profite pour lui dire qu'il devrait s'excuser auprès de lui. Ils décident alors de s'évader ensemble. Il s'avère que Asakura avait sur lui un liquide spécial capable de faire fondre la cellule, mais il ne l'avait jamais utilisé avant parce qu'il refusait d'aider les criminels du laboratoire. Pendant ce temps, le combat continue entre Shin, Sakamoto et le scientifique fou. Sakamoto parvient enfin à lui donner un bon coup de poing, simplement parce qu'il pensait attaquer Shin. Shin essaie également de contre-attaquer ce type, mais malgré sa capacité à lire ses pensées, il n'arrive pas à suivre son rythme. Jusqu'à ce que Sakamoto ait une idée pour combattre. Ensuite, le scientifique fou s'injecte ses aiguilles qu'il avait dans les épaules et devient supermassif. Mais bon, ça ne lui servira pas à grand chose, car le plan de Sakamoto était de mettre Shin devant lui et de l'attaquer, tout en lui disant chaque mouvement qu'il allait faire pour que Shin puisse l'esquiver. Et bien sûr, le scientifique fou ne pouvait rien esquiver, alors il a pris une raclée et s'est retrouvé tout maigre et dénutri. Ensuite, les autres scientifiques s'excusent auprès de Shin pour ce qui s'était passé dans le passé et retirent ce que le fou leur avait injecté. Ainsi, ils continuent leur chemin pour chercher Shaotan. Shin mentionne à Sakamoto qu'il est le plus fort des assassins, mais Sakamoto lui dit qu'il ne devrait pas sous-estimer l'ordre et que s'il rencontre un jour l'un d'entre eux, il ferait mieux de faire le mort pour éviter de tomber dans un piège. Ensuite, seul Sakamoto tombe dans le piège, car il parvient à pousser Shin, tandis que Shishiba et son élève rencontrent le cerf et deux autres types. Shishiba leur demande s'ils sont liés à ce type X, mais le cerf répond qu'ils ne savent pas qui c'est. Il envoie donc ces deux hommes attaquer Shishiba, mais ils ne tiennent pas longtemps, car son assistante les achève rapidement.
Ensuite, on voit le cerf commencer à pleurer et dire qu'ils sont méchants de tuer des gens, que ce qu'il fait est pour un bien supérieur ou quelque chose comme ça. Puis il enlève son masque et aussi un bras, d'où sortent un tas d'aiguilles ou d'épées. En gros, le gars est un cyborg, ou plutôt, il ressemble déjà à une machine. Il parvient à couper Shishiba, puis commence à parler de choses sans importance, ce que Shishiba profite pour lui tordre le cou avec son marteau. Il pensait avoir fini avec lui, mais comme je l'ai dit précédemment, ce type est un cyborg, un robot en gros, donc il se relève comme si de rien n'était. Bien que ça ne lui serve pas à grand chose, car Sakamoto lui tombe dessus. Ensuite, Shishiba salue Sakamoto et lui dit « Ça fait longtemps, mon ami ». Tandis qu'Ozajiri reste enchanté de le voir, car il lui rappelle un ours gros et mignon. Shishiba profite du fait que Sakamoto est là pour lui laisser le cerf et part avec Sajiri à la recherche du type X. Sur le chemin, Ozajiri dit à Shishiba qu'elle pense que Sakamoto pourrait finir par mourir, car il ne semblait pas très fort. Shishiba lui répond que ça pourrait être le cas, mais il ne pense pas que ça arrivera, bien qu'il croit que Sakamoto est un peu en dehors de sa forme. Pendant ce temps, Shin retrouve Seba, qui utilise son costume d'invisibilité. Donc, même en lisant ses pensées, il n'est pas si facile pour Shin de lui porter un coup ou de les bloquer, car il ne voit rien. Jusqu'à ce que Shin finisse par recevoir quelques blessures assez significatives, puis il marque Seba avec du sang, car son plan était de le marquer pour que Esuke puisse lui donner une raclée. Sakamoto dit au chef qu'il devait quitter cet endroit rapidement parce que ce lieu est très cher à son équipier. Le chef répondit qu'ils étaient là pour faire avancer le monde du crime et découvrir de nouvelles méthodes pour le propager. Sakamoto lui rétorqua qu'il ne se souciait pas des sentiments des autres et devait partir immédiatement. Le chef s'approcha de Sakamoto et déclara qu'il pensait que ces hommes avaient déjà tué son ami, puis révéla une arme cachée dans sa bouche. Sakamoto se précipita vers lui et lui planta un stylo dans la bouche, provoquant l'explosion de l'arme à l'intérieur. Il avertit le chef de ne pas interférer avec les affaires de son ami, ajoutant que ses amis étaient forts et fiables. Le chef, furieux, dit qu'il détestait les gens qui le contredisaient. Sakamoto répondit qu'il n'aimait pas non plus cela, mais qu'il détestait encore plus ceux qui parlaient trop. Pendant ce temps, Shaotan et le directeur du laboratoire se cachaient des gardes. Le directeur pensa que les gardes avaient découvert leur évasion. Tanaka voulut s'enfuir immédiatement, mais Shaotan le retint fermement, lui disant qu'il était leur otage et qu'il ne partirait nulle part. Elle pensa qu'elle s'excuserait auprès de Shin une fois sortie. Ailleurs, Shin remercia un assassin professionnel de l'avoir sauvé, impressionné par son timing parfait, ce qui surprit l'assassin. Seba, caché d'un sniper, nota que les snipers ne se montraient généralement pas ouvertement, mais celui-ci était facile à éliminer puisqu'il connaissait sa position. Pourtant, l'assassin tira malgré l'invisibilité de Seba grâce à un tir ricochet. Seba, blessé, s'échappa rapidement, mais l'assassin affirma pouvoir le suivre à l'oreille. Il tira à nouveau, mais rata sa cible lorsque Seba se déplaça silencieusement. Shin montra la direction de Seba et l'assassin tira à nouveau, mais Seba lança une flèche de fer, blessant l'assassin qui ne pouvait la voir à cause de son invisibilité. Seba expliqua que ce n'était pas un pouvoir, mais son manteau qui le rendait invisible. Il sortit un couteau pour achever l'assassin, mais celui-ci tira un autre tir ricochet qui lui trancha le bras. L'assassin ordonna à Seba de se rendre, sous peine de recevoir une balle en pleine tête. Soudain, le bras de Seba réapparut et il poignarda l'assassin dans le ventre avant de disparaître à nouveau. L'assassin, surnommé le sniper numéro 1, reçut une balle de rechange grâce à son oiseau et tira sur une valve d'eau, aspergeant Seba et révélant sa forme invisible. Shin apparut derrière Seba et l'assomma. L'assassin félicita Shin pour avoir compris son plan, et Shin répondit que les pensées de l'assassin étaient difficiles à lire car trop complexes. Soudain, une explosion se produisit. Le chef révéla qu'il avait prévu cette issue et placé des explosifs dans tout le laboratoire pour effacer toute preuve. Il annonça qu'il ne restait que 20 minutes avant la destruction totale. Sakamoto répliqua que 20 minutes étaient trop longues, dans 5 minutes, le chef serait mort. Celui-ci attaqua furieusement, mais Sakamoto esquiva. Le chef se moqua du poids de Sakamoto, affirmant qu'il ne pouvait pas bouger rapidement tandis que lui possédait un corps parfait, équipé d'armes à 70% de sa capacité. Sakamoto, imperturbable, sortit des autocollants, un stylo et un journal. Enragé, le chef lança des attaques de feu que Sakamoto esquiva toutes. Le combat s'intensifia et Sakamoto blessa gravement le chef en utilisant son stylo et des autocollants pour l'aveugler. Le chef affirma que Sakamoto ne pouvait pas le tuer car il était un guerrier de niveau 5. Sakamoto demanda s'il était immortel. Le chef répondit que non, mais qu'il ne pouvait révéler comment le tuer. Soudain, un train approcha, et tous deux sautèrent dans les airs. Le chef projeta des câbles de fer sur Sakamoto pour l'attacher et le traîna au sol, le traitant d'hypocrite. Sakamoto utilisa une planche de bois pour faire du skateboard, et utilisa un papier pour couper les câbles qui le retiennent et projeta le chef contre un mur, les envoyant tous deux dans un train en mouvement. Là, Sakamoto le frappa violemment sous le regard des passagers stupéfaits.
Le chef se rappela la réputation de Sakamoto pour ses méthodes de mise à mort ingénieuses et chercha où il était. Soudain, Sakamoto, dans son ancienne apparence mince, surgit et lui asséna un coup dévastateur, déclarant qu'il n'hésiterait pas à le tuer, même s'il était immortel. Le chef se remémora son passé, où son maître l'avait accepté tel qu'il était malgré ses crimes. De retour au présent, il dit à Sakamoto qu'il devait poursuivre l'héritage de son maître et le tuer. Le train s'arrêta et une vieille femme monta. Sakamoto repoussa le chef de côté et lui céda poliment la place. Puis il attaqua violemment le chef dans un autre compartiment. Celui-ci utilisa une nouvelle arme cachée dans son estomac et frappa Sakamoto, le projetant hors du train dans un autre en sens inverse. Mais Sakamoto revint immédiatement, stupéfiant son adversaire. Le chef jeta des passagers sur lui, mais Sakamoto les rattrapa avec soin et les plaça en sécurité sur les sièges. Il déclara que le chef ne pourrait jamais le comprendre, puis le frappa avec une force dévastatrice, l'éjectant hors du train et le mettant définitivement hors d'état de nuire. Après le combat, Sakamoto contacta Shin pour lui dire qu'il avait éliminé le chef et que le lieu serait détruit dans un quart d'heure. Il jeta le corps du chef dans une benne à ordures. Shaotan, quant à elle, protégeait les médecins des débris tombants. Le directeur du laboratoire déclara qu'il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre. Les murs s'effondrèrent presque sur Shaotan, mais Shin la sauva. Ému, Shaotan s'excusa d'avoir dit des choses blessantes à Shin, qui s'excusa également pour ses actions excessives. Le directeur arriva et salua Shin, qui l'appela oncle. Il leur montra qu'il ne restait que 10 minutes avant l'explosion et demanda au directeur de les guider vers la sortie. Shin utilisa son pouvoir pour localiser les survivants et demanda à Shaotan et à un assassin de les sauver pendant qu'ils descendaient avec le directeur. Celui-ci, ému, réalisa que son invention n'avait pas été un échec grâce à Shin. Pendant ce temps, Shishiba et Ozajiri identifièrent le cerveau derrière toute cette opération grâce aux caméras de surveillance. Ozajiri déclara qu'il était l'ennemi de l'association. Shishiba brisa l'écran et affirma que son tour viendrait aussi. Shin et le directeur avancèrent dans le laboratoire. Shin détecta une présence et se retrouva face à un homme, qui connaissait déjà son nom et lui demanda de transmettre ses salutations à Sakamoto. Dehors, Shaotan informa Sakamoto que Shin était enfin sorti. Les médecins se précipitèrent vers lui et le félicitèrent, commentant son apparence. Shin, agacé, leur ordonna de se taire car ils pouvaient entendre leurs pensées. Le directeur remercia Sakamoto de s'être occupé de Shin, mais Shaotan lui assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter. Plus tard, chez Sakamoto, ils partageaient un repas. Shin prit la nourriture de Shaotan pendant qu'elle dormait, ce qui déclencha une dispute. Sakamoto les frappa, et dans ses pensées, Shin lui demanda pourquoi. Sakamoto répondit qu'ils étaient des idiots qui ne retenaient jamais leurs leçons. Au magasin, on voit Shin, qui est extrêmement fatigué et a tout le corps endolori. Shaotan est également en très mauvais état. En voyant tout cela, Sakamoto dit qu'il sait quoi faire ensuite. Ils arrivent alors devant une maison de bain. Shin demande à Sakamoto si c'est sûr, ce à quoi Sakamoto répond qu'il est essentiel de laisser le corps se reposer. Shin réfléchit profondément à cette idée, mais Sakamoto lui dit de venir. Shin avoue alors que c'est la première fois qu'il entre dans une maison de bain. Le propriétaire de l'établissement est assis, pensant à quel point son travail est ennuyeux, mais qu'il doit le faire à cause de son père. C'est à ce moment-là que Sakamoto entre pour acheter quelques articles. En voyant son visage, le propriétaire se demande où il l'a déjà vu, puis réalise soudain que Sakamoto est celui qui a une prime sur sa tête. Lorsque Sakamoto lui demande une serviette, le propriétaire se penche pour la prendre et en profite pour le regarder de plus près, confirmant ainsi son identité. Il est sous le choc, une prime d'1 milliard. Il pense qu'une opportunité aussi grande ne peut pas lui échapper et qu'il ne doit en aucun cas échouer. Sakamoto et Shin se préparent à entrer dans la baignoire pendant que le propriétaire les observe en cachette. Sakamoto applique du savon à une vitesse impressionnante, ce qui surprend tout le monde. Shin lui demande ensuite d'aller dans le jacuzzi pour se détendre. Pendant ce temps, le propriétaire avait déjà installé des pièges partout pendant son temps libre. Shin remarque un bouton et envisage de l'appuyer, mais avant qu'il ne puisse le faire, le propriétaire active les pièges à l'aide d'une télécommande. La pression du jacuzzi augmente brutalement, projetant Shin dans les airs. Il se blesse et se plaint qu'il aurait dû y avoir un avertissement. Deux enfants qui observent la scène sont ravis de voir ce qui se passe. Le propriétaire pense que Sakamoto ne pourra pas non plus échapper à son piège, mais à sa grande surprise, Sakamoto reste tranquillement allongé, trouvant la pression parfaite pour se détendre. Shin et tout le monde autour sont stupéfaits. Ensuite, Sakamoto propose à Shin d'aller au sauna. Le propriétaire est ravi de voir qu'il se dirige volontairement vers un autre de ses pièges. Une fois à l'intérieur du sauna, Shin décide d'augmenter la température en versant de l'eau sur le charbon, mais à la place du charbon, c'était du kérosène. Les flammes s'intensifient immédiatement. Le propriétaire est certain qu'ils ne pourront pas survivre à cela, mais encore une fois, Sakamoto ne semble pas du tout affecté. Le propriétaire est déconcerté et se demande de quoi Sakamoto est fait. Shin, en revanche, commence à avoir du mal avec la chaleur, mais essaie de tenir bon jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Ensuite,
ils entrent dans un bain froid. Shin souffre immédiatement du choc thermique, tandis que Sakamoto apprécie pleinement l'expérience. Enfin, il s'installe sous une cascade. Le propriétaire en profite pour augmenter la force de l'eau, mais alors que Shin lutte pour tenir le coup, Sakamoto ne semble toujours pas affecté. Sakamoto emmène ensuite Shin à l'extérieur, et il est complètement évanoui. Leur famille les attend dehors, et Sakamoto installe Shin sur une chaise. Le propriétaire, frustré par tout ce qui s'est passé, est sur le point d'exploser. C'est alors que Hana propose une partie de tennis de table. Shaotan et Sakamoto commencent à jouer, et en les observant, le propriétaire pense à abandonner, réalisant qu'il n'est rien face à eux. Il se met à se remémorer comment il a hérité de cette maison de bain de son père. Au départ, il avait refusé, car il voulait devenir un tueur à gages. Son père lui avait dit qu'il n'était pas assez fort pour ça, et il se demande maintenant s'il avait raison. Soudain, des individus l'interpellent en criant Yutaro, ce qui le fait sursauter. 2 individus à l'allure de brute entrent dans l'établissement et se moquent de lui, disant qu'il était parti en ville pour accomplir de grandes choses, mais qu'il est finalement revenu. Taro leur demande de ne pas faire d'histoire et de s'en aller. L'un des brutes, vexé, lui demande s'il parle ainsi à ses clients avant de lui asséner une gifle si violente qu'il s'écroule au sol. Les brutes rient de lui tandis qu'il réalise à quel point il est faible et incapable de faire quoi que ce soit. Sakamoto, qui observe la scène, réagit immédiatement en lançant une balle de tennis sur la tête de l'une des brutes, qui tombe net au sol. L'autre brute, furieux, attrape Yutaro par le menton et lui demande ce qu'il a fait. C'est alors que Sakamoto crache le bâtonnet de son esquimau et le lance en direction de l'assaillant, qui trébuche et se retrouve suspendu à cause de l'impact. Taro comprend immédiatement que Sakamoto vient de l'aider. Honteux, il s'excuse, car il avait en réalité prévu d'assassiner Sakamoto. Mais Sakamoto, impassible, lui répond qu'il aime beaucoup cet endroit et qu'il reviendra. Taro, touché par ces paroles, en est heureux et réfléchit à son avenir. Il finit par appeler son père pour lui dire qu'il accepte finalement d'hériter du bain public. Mais à sa grande surprise, son père refuse, le traitant d'incapable. Pendant ce temps, un nouvel individu descend d'un avion accompagné de plusieurs autres personnes. Ils sont venus chercher quelqu'un, une certaine madame, pour la ramener. Enfin, on retrouve Shin et Sakamoto. Shin, épuisé, se plaint d'être encore plus fatigué après leur passage au bain public. Shaotan arrive alors avec 2 canettes de cola et dit à Shin qu'il doit choisir entre un cola classique et un spécial qu'elle a préparé. Shin en choisit un au hasard, mais dès qu'il boit, il trouve le goût atroce. Shaotan explique alors qu'elle a grandi en mangeant uniquement de la cuisine préparée par le chef de sa famille. C'est à ce moment-là que Shin se rappelle que Shaotan est en réalité la fille d'un mafieux. Il lui demande alors si elle n'a jamais envisagé de retourner auprès de sa famille. Shaotan répond qu'elle préfère cet endroit. Pendant qu'il parle, un homme, assis à proximité, les écoute attentivement. Soudain, il braque une arme sur la tête de Sakamoto et appuie sur la gâchette. Mais Sakamoto stoppe la balle avec sa fourchette. En même temps, un autre homme braque son arme sur Shin. Cependant, Shin réagit rapidement et l'assomme. Sakamoto, quant à lui, plaque son assaillant sur la table. En voyant son visage, Shaotan le reconnaît immédiatement et s'exclame « Wu-Tang, qu'est-ce que tu fais ici ?» Wu-Tang explique qu'il est venu pour l'emmener avec lui. Sakamoto demande s'il s'agit de son frère, mais Shaotan précise qu'il est en réalité un membre de la mafia. Wu-Tang annonce alors que la mafia a besoin d'un nouveau leader et que Shaotan doit revenir avec lui. De toute façon, cet endroit n'est pas fait pour elle, car, selon lui, les gens d'ici sont inférieurs. Shin, vexé, lui demande de qui il parle exactement. Wu-Tang fixe alors intensément Shaotan, puis son nez se met à saigner abondamment. Le sang éclabousse le visage de Shaotan, qui éclate en sanglots. Inquiet, tout le monde demande à Wu-Tang s'il va bien, ce à quoi il répond que oui. Shin, gêné, aide Shaotan à s'essuyer. Shaotan se remémore alors son enfance et se souvient que Wu-Tang a toujours été étrange et la suivait partout. De son côté, Wu-Tang pense qu'il a toujours protégé Shaotan. Mais cette dernière déclare clairement qu'elle veut travailler dans la boutique de Sakamoto. Wu-Tang ne peut pas la forcer à partir, alors il met en place un autre plan. Il se lève et propose de régler cela par un affrontement. Shin accepte immédiatement de se battre, mais Wu-Tang insiste sur le fait qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la puissance de la mafia. Cependant, en disant cela, il tente en réalité de s'enfuir discrètement. Il annonce ensuite que le combat se déroulera selon les règles de la mafia. Shin réplique qu'ils n'ont pas besoin de participer à un tel affrontement. Mais Wu-Tang, cherchant à provoquer Sakamoto, lui demande s'il ne veut pas savoir pourquoi sa tête est mise à prix. Sakamoto lui répond qu'il le découvrira par lui-même et qu'il ne mettra pas Shaotan en danger pour cela. Mais Shaotan, déterminée, dit qu'elle est prête à participer. Shin essaie de la dissuader, mais Shaotan affirme qu'ils trouveront un moyen de gagner et de découvrir la vérité sur la prime mise sur la tête de Sakamoto. Wu-Tang accepte leur décision et leur donne rendez-vous le soir même avant de partir. En s'éloignant, il ne peut s'empêcher de penser à la confiance que Shaotan dégage. Plus tard dans la nuit, Wu-Tang les emmène dans un endroit isolé. Shin, méfiant, demande où ils sont exactement.
Wu Tang répond que c'est ici que le combat aura lieu. Tout d'abord, ils doivent se changer. Shin et Sakamoto se retrouvent avec une cabine d'essayage minable, tandis que Xiaotan bénéficie d'un espace luxueux. Elle enfile alors une robe élégante, et les autres mettent leurs costumes. Wu Tang ouvre ensuite une porte, les conduisant à l'intérieur d'une grande fête. Il explique que cet endroit appartient au monde souterrain, où les gens viennent pour jouer et socialiser. Ici, tous les types de jeux d'argent existent. Il leur remet 30 millions de yens et annonce que celui qui accumulera le plus d'argent remportera la compétition. Xiaotan s'inquiète immédiatement, car même si Wu Tang n'est pas un combattant, il excelle dans ce genre de jeu et possède une intelligence redoutable. Malgré cela, ils ont un avantage, Shin peut lire dans les pensées. Mais ce dernier rétorque qu'il ignore les règles de ce lieu, tout comme Sakamoto. Wu Tang s'installe à une table et commence à jouer. Très vite, les gens autour chuchotent, stupéfaits de voir un homme miser la totalité des 30 millions en une seule fois. Contre toute attente, Wu Tang remporte la partie et triple sa mise. Shin et Sakamoto, désormais déterminés, se préparent à jouer. La scène change alors pour montrer Tanaka, qui traverse une période difficile après avoir perdu son emploi. Seba lui propose d'ouvrir un food truck, ce qui semble être leur dernière option. Il se lance alors dans cette nouvelle aventure. Seba, détendu, écoute de la musique, tandis que Tanaka est stressé par l'absence de clients. Affamé, Seba commence à préparer un plat pour lui-même. Tanaka aussi a faim, mais avant qu'il ne puisse manger, Xiaotan arrive avec Anna et Aoi. Tanaka reconnaît immédiatement Xiaotan et panique. Seba, réalisant la situation, utilise son pouvoir pour se rendre invisible, laissant Tanaka seul et paniqué. Dans sa nervosité, il renverse accidentellement la pâte à crêpes sur lui-même. Pendant ce temps, Xiaotan montre à Anna un rouleau à la crème flottant dans les airs. Fasciné, Aoi trouve cela incroyable. Xiaotan ne soupçonne rien d'inhabituel. La vidéo du rouleau à la crème en lévitation devient rapidement virale, propulsant leur food truck sous les projecteurs et leur apportant un immense succès. Ils décident de se répartir les jetons, 15 millions pour Sakamoto, 10 millions pour Shin et 5 millions pour Xiaotan. Shin affirme que le jeu repose uniquement sur la chance, mais Xiaotan rétorque que ce n'est pas si simple et que Wu Tang devait avoir un plan. On voit alors Wu Tang doubler encore son argent avec une quinte flush royale, affirmant que dans la mafia, rien n'est laissé au hasard. Comme pour les assassins, Sakamoto ajoute que ceux qui comptent sur la chance meurent en premier. Il commence à parier. Shin ne connaît pas les règles du jeu, mais il déclare qu'il apprendra en jouant. En le voyant, les autres réalisent qu'il est novice et augmentent la mise. Shin regarde ses cartes mais ne comprend rien. Xiaotan tente de lui expliquer, mais une dispute éclate entre eux, et leurs cartes tombent au sol. Shin se retrouve avec un as et un roi. Un homme chauve lui dit qu'il ne gagnerait jamais avec ses cartes, mais en réalité, Shin bluffait. Grâce à sa capacité à lire dans les pensées, il mise tout. Pendant ce temps, Sakamoto se dirige vers la roulette et parie tout sur le rouge. Le croupier manipule discrètement la roulette avec un aimant pour contrôler l'endroit où la balle atterrit. Sakamoto garde un jeton et, profitant du mouvement de la roue, l'utilise pour ajuster la trajectoire de la balle. On informe Wu Tang qu'il pourrait être en train de tricher, mais il répond de les laisser faire. Il passe au blackjack. Wu Tang, expert en comptage de cartes, parvient à obtenir un 21 et bat la maison. Il se remémore un moment où il s'était fait tabasser, jusqu'à ce que Xiaotan vienne le sauver. Xiaotan lui avait alors demandé pourquoi il ne s'était pas défendu. Wu Tang avait répondu que la violence n'était pas la seule manière de se battre et que se laisser frapper pouvait causer plus de problèmes à ses adversaires. Wu Tang, cependant, pense que c'est une excuse pour masquer sa faiblesse. Xiaotan se rappelle que son père lui disait que chaque personne avait une arme différente, et il suppose que celle de Wu Tang est son intelligence. Wu Tang se sent alors accepté et décide de s'améliorer pour grimper dans la hiérarchie et rester aux côtés de Xiaotan. C'est ainsi qu'il devient le cerveau du clan. Le temps imparti est écoulé et il y a égalité. Wu Tang propose alors de jouer au poker, mais comme personne ne connaît les règles, il décide de jouer à cul-sale. Tout le monde connaît ce jeu, et Shin pense que ce sera facile pour lui, il lui suffit de repérer qui est le plus nerveux, pendant que Xiaotan détient le joker. C'est au tour de Wu Tang, qui sait où se trouve le joker, mais choisit de le sauver. Lorsque vient le tour de Shin, Wu Tang le submerge d'informations mentales pour le perturber et l'éliminer du jeu. Sakamoto joue ensuite et pioche une carte, mais c'est le joker. Il profite alors de sa vitesse pour en tirer une autre. Wu Tang s'en aperçoit et l'avertit de ne plus tricher. Il ne reste plus que Wu Tang et Sakamoto. Wu Tang s'apprête à prendre le joker, mais change d'avis au dernier moment et pioche une autre carte. Sakamoto, quant à lui, ne lâche pas sa carte mais échange discrètement avec le joker. Alors qu'il s'apprête à jouer, des hommes surgissent et les braquent avec leurs armes. Ils en ont assez de leur manière de jouer et rappellent que dans la mafia, si l'on veut quelque chose, on le prend. Wu Tang se rend compte que ses efforts n'ont servi à rien. Sakamoto lui demande alors s'il ne voulait pas impressionner la personne qu'il aime. Wu Tang se remémore les paroles de Xiaotan et décide de gagner à sa manière. Il annonce que leurs armes exploseront s'ils tirent, ayant anticipé leur trahison. Le doute s'installe parmi les adversaires,
ce qui permet à Sakamoto et Shaotan de profiter de la confusion pour les neutraliser. Wu Tang annonce qu'il a gagné et doit maintenant leur révéler qui a mis la prime sur la tête de Sakamoto. Il dévoile que le responsable est Slur, un individu dont personne ne possède d'informations. Face à cette révélation, il réalise qu'ils n'ont aucune piste concrète. Cependant, Wu Tang affirme détenir des renseignements précieux. Il explique qu'il y a quelques jours, dans une prison du sud-est asiatique, 4 condamnés à mort ont été assassinés. Leur visage était brûlé, et une croix ensanglantée avait été peinte sur le mur. Un trafiquant de cadavres a signalé que plusieurs corps récemment récupérés présentaient des caractéristiques étranges, l'un était criblé de trous, un autre avait été écorché vif, un troisième démembré, et le dernier carbonisé. Shin demande quel lien cela pourrait avoir avec Slur. Wu Tang précise que ces méthodes de meurtre ressemblent étrangement à celles utilisées par 4 célèbres assassins. Il suppose donc que ces condamnés à mort ont en réalité été aidés à s'évader et qu'ils ont simulé leur décès. Cela signifie qu'ils sont désormais en liberté, et qu'ils se trouvent quelque part au Japon. Les 4 tueurs en question sont présentés, Dump, avec 180 victimes, Sao, qui en compte 64, à part, responsable de 206 morts. Minimaliste, le plus dangereux, ayant tué 370 personnes. Ces criminels attendent quelqu'un, qui se révèle être le cerf. C'est lui qui les a aidés à fuir la prison. Il leur remet une liste de personnes à éliminer, affirmant qu'elles nuisent à son organisation. Cependant, ces assassins n'ont que faire des enjeux politiques ou des affaires de la mafia. Pour eux, la seule chose qui importe, c'est de tuer. Sao minimise la menace et juge Sakamoto inoffensif, mais le cerf l'avertit de ne pas le sous-estimer. Minimaliste, quant à lui, est irrité à l'idée qu'on puisse penser qu'ils puissent être vaincus. Il exige qu'on leur fournisse une nouvelle liste d'ici un mois. Si ce n'est pas le cas, ils commenceront à tuer sans distinction. Contrairement aux tueurs à gages ou aux mafieux, ils ne tuent pas pour de l'argent ou du pouvoir, mais simplement parce qu'ils vivent pour tuer. Wu Tang met Sakamoto et les autres en garde. Il aimerait emmener Shaotan avec lui, mais il ne le peut pas. Shin affirme que s'ils parviennent à retrouver ces tueurs, ils pourraient obtenir des informations sur Slur, ce qui signifie qu'ils doivent impérativement les localiser avant l'UAG. Shaotan décide alors d'appeler Esuke. Wu Tang insiste sur le fait que ces assassins sont totalement différents des tueurs à gages ou des mafieux traditionnels. Ce sont de véritables psychopathes. Sakamoto conclut qu'il est d'autant plus urgent de les retrouver. Ils ne peuvent pas laisser des monstres pareils en liberté.